Qui sont les Blancs? Généalogie d'une identité interdite. Par Julien Rochdy. Son nouvel ouvrage est extrêmement intéressant, avec ce titre un peu provocateur, mais c'est voulu, car j'y vois deux dimensions qui m'inspirent une réflexion particulière. D'abord, j'ai l'impression d'être totalement en convergence avec lui sur une bonne partie de son analyse. J'ai l'impression de m'y reconnaître. Non parce qu'il m'aurait plagié, mais simplement parce qu'il arrive aux mêmes conclusions en partant des mêmes points de départ. Et c'est très satisfaisant de voir un raisonnement intellectuel qui l'amène de manière brillante aux mêmes conclusions que moi. Donc, d'une certaine manière, je suis content. Par contre, je vois des points de divergence. Et il y en a un très important qu'il faudra analyser et que j'analyserai en profondeur quand je vais évoquer son chapitre. L'introduction costaud, puis l'évocation de la préhistoire de l'homme européen autour du froid, cette notion essentielle, et enfin les grandes étapes de l'Europe, enfin, siècle par siècle d'une certaine manière, les Indo-Européens, la Grèce, Rome, le christianisme, les Germains, la Renaissance, les Lumières, la situation du travail, l'industrie, et puis ce XXe siècle si mortifère, et l'avenir, entre deux possibilités, le sursaut, la Renaissance d'une certaine manière, ou l'extinction. Sur ce plan, je n'ai pas grand-chose à en dire, car c'est bien analysé, je vais détailler un certain nombre d'analyses supplémentaires par rapport à cela. Et puis un désaccord profond, mais relatif, qui est la perception qui est la sienne du christianisme, et contre laquelle je vais bien entendu développer des idées. D'abord, on comprend bien que les termes de blanc et d'européen sont des termes interchangeables, nous dit Julien. S'il a choisi d'appeler ça qui sont les blancs plutôt que qui sont les européens, c'est parce que le terme blanc est plus polémique, plus dur. Et il explique pourquoi. Mais en réalité, pour lui, c'est la même chose. Bien avoir ça en tête. Mon analyse est de considérer que ce terme ne doit pas être utilisé. Sauf dans un contexte où il faut contre-attaquer. Mais je ne l'utilise que dans ce contexte-là, et je l'admets parfaitement chez Julien dans ce contexte-là. Il affirme que l'Europe est une grande famille, qu'elle dispose d'une homogénéité ethnique rare. Je ne cesse de le dire. L'Europe est homogène, car elle est de même souche, de même peuplement. Il l'affirme également. Chose intéressante, il parle des Indo-Européens, ce terme qui fait frémir certains, en disant que c'est un synonyme parfait d'Arien, et que probablement que les Indo-Européens s'appelaient eux-mêmes des Ariens. C'est totalement mon analyse, et il a totalement la sienne. Bien entendu, il explique le mésusage qui a été fait de ce terme, et on conclut par le fait qu'il faut donc utiliser Indo-Européen, parce que ça évite la confusion. Sur ce que sont les Indo-Européens, des désaccords formels. Il voit les Indo-Européens comme des pasteurs, et en réalité, il s'agit d'agriculteurs. Le modèle de l'Indo-Européen, c'est le soldat citoyen de Rome, qui était lui-même un paysan. Ce n'est pas le berger. Il y avait bien sûr des pasteurs indo-européens, mais il y avait également des agriculteurs, et ce n'était pas un métier qui était réservé aux femmes ou aux esclaves, non. Le citoyen était un soldat et un paysan. Chez les Indo-Européens, comme à Rome, la grosse, le champ, est évidemment quelque chose d'essentiel. Et si on pense que les Indo-Européens venaient d'Ukraine, n'oublions pas que c'est la zone la plus économiquement fertile avec le bassin parisien en matière agricole. Donc non, il s'agissait d'agriculteurs. Le mythe du conquérant indo-européen doit avoir long feu. Donc le vocabulaire indo-européen ne s'y trompe pas. Et ce n'est pas un patriarcat, comme on le dit. Bien sûr, le pater a un rôle déterminant, il donne le nom, y compris Zeus, le dieu du ciel, qui donne son nom aux dieux, les Deivos, qui sont donc les enfants de Zeus. Mais il ne faudrait pas négliger le rôle important des déesses féminines, comme la terre-mère. Et donc, en fait, c'est plutôt un système équilibré qu'un système patriarcal. Car la société indo-européenne est la moins patriarcale de toutes les civilisations de l'époque. C'est celle qui a donné à la femme le plus grand rôle. C'est important d'avoir ça en tête, les Indo-Européens n'étaient pas patriarcaux au sens fort. C'est eux qui ont inventé la liberté féminine, au contraire. Petit point de détail. Oui, la civilisation européenne est née du froid, le froid qui oblige à construire, qui oblige à survivre dans des contextes parfois difficiles, le froid qui impose l'innovation, la créativité. Julien pense qu'effectivement ce froid a été fécond, je pense totalement. L'homme européen est un homme du Nord, un homme du froid qui tue,
et du froid qui oblige à inventer le feu, entre guillemets, et à survivre, et à bâtir. Julien va ensuite développer la Grèce et Rome, et affirme que le christianisme est une étape décisive, ce que pour moi, je ne crois pas, et j'expliquerai pourquoi. Il y a des remarques extrêmement importantes sur le rôle des Germains, par exemple. Les grandes invasions sauvent la Rome européenne. On est en phase totale. Et il explique effectivement que les Arabes ont permis aussi, avec l'islam, à ce que la Méditerranée redevienne une frontière. Que finalement le danger, c'était le grand mélange des deux rives de la Méditerranée. Et Germains et Arabes l'ont empêché, on est en phase totale là-dessus. C'est exactement mon analyse depuis longtemps. La Rome européenne a été sauvée par les Germains sans la détruire, ou en essayant de la détruire le moins possible. Vient alors tout son raisonnement sur le christianisme. Il affirme que le christianisme ressemble au blanc, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour moi. Il oublie totalement la paganisation du christianisme, il ne l'évoque pas du tout, il va dans le dogme, il va dans l'analyse, mais il oublie l'essentiel. C'est-à-dire que la christianisation n'a pas été profonde, elle a été superficielle, et qu'effectivement, les aspects orientaux ont été adoucis. Mais ils sont là dès le départ, et il faut bien en être conscient. Il affirme que Paul de Tarse est le véritable créateur du christianisme. On est totalement en accord. Mais n'en tire pas la même conclusion. Au lieu de souligner le caractère oriental de Paul, il en souligne le caractère grec, en indiquant que c'est la ville de Tarse qui l'abritait, mais ça ne prouve rien. De ce point de vue-là, on peut contester l'analyse de Julien. Voilà, concrètement. Alors, son analyse, il traite évidemment des questions secondairement du paganisme et de sa destruction. Il n'analyse pas les conditions de la christianisation, il ne parle pas du passage des dieux aux saints. Il y a beaucoup de choses qui manquent, il parle beaucoup de dogmes, beaucoup de choses de ce genre-là, mais on s'éloigne beaucoup de l'Europe en réalité. Même lorsqu'il croit qu'il défend l'européanité du christianisme, sans s'en rendre compte, il l'en éloigne. Alors pourquoi cette promotion du christianisme chez Julien, qui récemment a d'ailleurs mis en image le baptême de son enfant? C'est là que je fais faire la petite critique amicale à l'égard de notre ami Julien, qui a une qualité que je n'ai pas, c'est qu'il est père de famille, et donc il a fondé une descendance. Tout cela est évidemment admirable. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer d'une certaine liberté intellectuelle. Et je vais l'expliquer. Le philosophe Louis Ménard, au XIXe siècle, qui était un promoteur de la Renaissance païenne, avait expliqué le rôle important des femmes dans l'arrivée des cultes orientaux, en Grèce et à Rome, et dans la victoire du christianisme. Il expliquait ainsi que c'étaient les femmes grecques d'Athènes qui avaient introduit le culte d'Adonis et les fêtes des Adonis à Athènes même, une fête dédiée à une divinité orientale. Et pour lui, et il a raison, les femmes ont eu un rôle, parmi d'autres, dans la montée du christianisme. En fait, le christianisme, c'est le wokisme de l'époque, qui s'oppose au dominant, c'est-à-dire l'homme romain. Le christianisme est un ennemi déclaré de l'homme romain, de l'homme libre romain. Et pour le vaincre, il soutient tous ses ennemis. Les orientaux, qui sont très nombreux à Rome, les étrangers, les pérégrins, les esclaves, et les femmes qui estiment qu'elles n'ont pas leur rôle suffisant dans la société. Paradoxe. Le christianisme et l'islam sont les religions qui maltraitent le plus sur un plan intellectuel les femmes, qui les placent le plus en position de soumission, contrairement à la tradition de la femme celtique ou germanique, par exemple. Et paradoxalement, ce sont les religions qui les maltraitent qu'elles valorisent. Par ailleurs, effectivement, si on est attaché à une tradition, les formes modernes de paganisme en France ne permettent pas de l'exprimer. La femme européenne veut sa belle robe blanche, avec la famille tout autour. Elle veut un cérémonial. Elle veut un baptême pour les nouveau-nés. Rite païen récupéré par le christianisme, précisons-le. Et tout ce cérémonial-là, elles ont raison de lui donner de l'importance. Mais ce n'est pas par christianisme. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, ça passe par là. Parce qu'aujourd'hui encore, la femme a envie de se marier avec autre chose que simplement passer devant le maire. Et que ce cérémonial essentiel, qui fait défaut aujourd'hui parce que la foi native européenne n'est pas reconnue par les autorités et n'est pas soutenue, évidemment, ça amène les femmes vers le christianisme. Et donc, ça amène les maris, hypocritement,
à jouer les chrétiens et à se déguiser en chrétiens, même s'ils ne le sont pas. Et pour moi, tout le discours pro-chrétien de Julien, s'il se le dit à lui-même, il essaie de s'en convaincre, et en essayant de s'en convaincre, il essaie de nous convaincre. Mais nous n'achetons pas cette marchandise. Julien a écrit un livre remarquable sur Nietzsche. Et il n'essaie pas de concilier Nietzsche et le christianisme. Mais il résume le rejet du christianisme de Nietzsche à une phase tardive de sa pensée, alors qu'en réalité, ce rejet, dès le départ, dès ce poème de jeunesse à 14 ans, qui s'appelle Devant le crucifix, où Nietzsche dit ceci, il s'adresse au Christ et lui dit « Pauvre fou, reste là-haut ». Et il a 14 ans. Donc le rejet du christianisme chez Nietzsche n'est pas tardif, il est précoce. Et ensuite, son premier ouvrage, avant d'être philosophe, il est philologue, est consacré à Homère. C'est donc cela qu'il faut avoir en tête. Concilier Nietzsche et le christianisme n'est pas possible. On peut essayer. Certains l'ont fait. Et je ne dis pas qu'ils ont eu des problèmes. Mais il faut lever ce masque-là. Ça, c'est le désaccord profond, et je suis prêt à en débattre avec lui, durement, car sans renoncement et sans reniement, et avec toute l'amitié qu'on peut avoir pour lui, parce que son livre est excellent, par ailleurs. Et que ce désaccord ne doit pas masquer tout ce qui nous rassemble, et tout ce qui lui fait converger intellectuellement. Donc son œuvre continue. Il évoque évidemment le terme de Europenses pour désigner les Européens, c'est-à-dire les Francs avec Charles Martel face aux Arabes en 1632. Il évoque une origine orientale de l'amour courtois, ce qui me surprend, qu'il reprend à Denis de Rougemont, alors que pour moi l'amour courtois est essentiellement celtique, et que c'est une forme de résistance celtique au christianisme, c'est-à-dire de refus que la femme soit infériorisée par l'homme. Bien sûr, l'amour courtois se fait hors du mariage. Il est donc, entre guillemets, licencieux, à l'image de Lancelot et de, bien sûr, Guenièvre. Mais c'est une réponse européenne, par exemple, au passage de Paul, qui prône le voile pour les femmes, ce qu'oublie notre ami Julien. Non, Paul de Tarse n'est pas un Européen, du tout. Il n'est pas grec, même s'il s'exprime en grec. Sa vision est orientale. Et sa vision est étrangère à l'Europe. Il faut le dire tel quel. Mais Julien s'y refuse. Sur les Lumières, il n'oppose pas Voltaire et Rousseau en les présentant comme conciliables, entre guillemets, deux visages des mêmes Lumières, dont il ne fait pas particulièrement l'éloge. Il y voit dans ces Lumières un sentimentalisme européen, mais c'est oublier beaucoup d'aspects de Voltaire qui sont beaucoup plus durs que cela. En réalité, il faut avoir en tête que Voltaire est d'une radicalité extrême pour son temps, et même pour notre époque, sur bien des thèmes, et notamment l'identité ethnique. Il parle de république chrétienne en parlant de l'Europe, mais d'un christianisme qui détruit lui-même, d'une certaine manière, en voulant écraser l'infâme, comme il le dit. Parce que les temps ne sont pas mûrs pour la renaissance des dieux, ou en tout cas pour leur retour. Et Voltaire, par contre, sur les questions ethniques, est absolument exceptionnel, d'un anti-universalisme en réalité total, d'un eurocentrisme absolu, parfaitement estimable, même s'il y a des excès, comme dans toute pensée. Non, Voltaire et Rousseau ne sont pas conciliables. Voltaire, c'est le bon flic des Lumières, et Rousseau, c'est le mauvais. Même si Alain de Benoît a consacré un livre à Rousseau, Rousseau reste fondamentalement un ennemi philosophique de la civilisation européenne. Alors que Voltaire en est un défenseur acharné, et peut-être même excessif. Évidemment, Julien va évoquer les années plus sombres du XXe siècle, la dramatique destruction ou autodestruction de 14-18, et le rôle détestable, bien entendu, de l'hitlérisme. Il le dit avec des mots extraordinaires. Je suis contraint même de les citer, tellement cette analyse de Julien est prometteuse, et je dirais même prométhéenne. Voilà, il faut le lire, parce qu'il, lui aussi, bien entendu, a compris que la Seconde Guerre mondiale est un élément axial, fondamental du déclin européen et de la mauvaise conscience européenne. L'Europe entière, dit-il, même les nations qui avaient combattu Hitler, se voient contraintes de se contempler dans ce miroir d'ombre, capable du pire, et par conséquent disqualifiées à se poser encore au guide de l'humanité. Là est le double paradoxe de l'hitlérisme, dit-il plus loin. Voulant porter au pinacle les Ariens, la majorité des Ariens le combattent pourtant, et ces Ariens ayant combattu en majorité, portent pourtant tous aujourd'hui sa culpabilité en silice. Effectivement, ce sont les Russes, les Européens comme les autres, les Anglo-Américains, et tant d'autres résistants qui sont aussi des Européens, et qui sont au moins autant Européens que les Allemands, bien entendu. Cette ironie chez Julien, il a tout à fait raison. Il dénonce un renversement moral qui se produit après la Seconde Guerre mondiale.
L'homme européen, voilà, l'homme blanc, héritier d'une histoire où la puissance était jadis synonyme de rayonnement, voit son identité se dissoudre dans l'universel, par peur de lui-même, la peur de la bête qui se réveillerait. Enfin, Julien détruit les arguments antisémites avec des propos intelligents qui vont lui valoir bien des inimitiés, comme celle que je subis. Il explique que les Européens et les Juifs au sein des Européens vivent depuis 2000 ans ensemble, que ça fait des millénaires qu'ils participent de l'Europe, et qu'ils sont donc blancs. Il le dit, comme dirait Rebatté dans une célèbre interview de la fin des années 60. Et là, évidemment, tous ses ennemis vont se déclarer. Évidemment, tous les ennemis de la civilisation européenne qui vivent dans le fantasme d'alliance contre nature vont se réveiller contre lui. J'ai rien à dire sur ce chapitre, il est excellent, il est tout à fait juste, évidemment. Un point de faiblesse qui revient au sujet du christianisme, la mécompréhension des racines chrétiennes de la judophobie. Ça, il n'en parle pas parce qu'il ne veut pas justement accabler le christianisme et qu'il ne va pas dans la position de Nietzsche ou de Pascal Horry ou de tant d'autres, qui est de dire que bien entendu la judophobie vient du christianisme et que la judophobie était largement inconnue du monde païen européen. Les Islandais, par exemple, qui n'en connaissaient pas, ne l'étaient pas jusqu'au XIe siècle. Au XIe siècle, ils deviennent chrétiens, sous la contrainte. Et alors qu'il n'y a toujours pas de gens de cette religion chez eux, ils commencent à les détester sans les connaître. Oui, le christianisme est porteur, comme l'islam, d'une haine de la région mère d'où il vient. Et qui reste au départ, comme je le dis et ne cesse de le dire, un culte ethnarque cananéen du Sinaï, petit à petit généralisé à tout le pays de Canaan, et ensuite universalisé et monothéisé avec la chute du temple face aux Assyriens. Tout cela éloigne beaucoup de l'Europe. Julien a raison de rappeler que, par exemple, l'alphabet grec s'inspire, mais assez librement d'ailleurs, de l'alphabet phénicien, qui a eu des apports chinois et indiens, limités. Il montre bien que ces apports sont secondaires, mais qu'ils sont là. Il a raison de le faire, c'est intelligent, il faut le rappeler. Et il voit dans le christianisme un apport comme l'alphabet phénicien. Et c'est là que le désaccord est complet, profond. Qu'il explique que le christianisme s'est européanisé parce qu'il a été contraint, que le culte des saints déguise mal le culte des dieux, que prêter à Jésus-Christ les traits d'Apollon est déjà une victoire du paganisme, d'une certaine manière. Cette continuité par le pagano-christianisme, il pouvait l'évoquer. Mais là-dessus, il s'en éloigne. Peut-être parce qu'il ne connaît pas réellement l'histoire de la christianisation et qu'il faudrait lui rafraîchir la mémoire de tout cela. De la destruction que cela a caractérisé pour le monde antique. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il a mis en photographie une statue, un buste d'Alexandre, je crois, en tout cas d'un personnage de l'Antiquité. Magnifique buste grec. Mais le nez est cassé, sur l'image de la photographie de son livre. Qui a cassé le nez de ces statues? Le fanatisme chrétien, bien évidemment. Il y a d'ailleurs parfois des magnifiques statues qui ont été saccagées, le visage détruit par une croix remplaçant le nez, le visage et tout. Destruction des statues pour enlever leur caractère magique, entre guillemets, puisque les dieux sont considérés comme des démons par le christianisme. Et donc cela, il tombe à côté. Vous voyez, j'insiste là-dessus parce que c'est le seul point réel de désaccord, il est profond, mais il n'est pas fondamental. Le livre de Julien est excellent, à plein de titres. La convergence avec mes propres analyses est presque totale, sauf sur ce plan-là. Et comme je l'ai dit, avec un petit peu de taquinerie, je pense que la différence, elle vient de la concession que l'homme européen doit faire à la femme européenne, et qui ne devrait pas avoir à faire, et qui ne fait qu'en France. Il y a des familles païennes aujourd'hui qui se fondent et qui se créent dans tous les pays d'Europe. En Islande ou en Lituanie aussi bien, en Grèce, comme par exemple en Finlande et ailleurs. Et même en Russie. C'est cela qu'il faut souhaiter. Mais, je l'ai indiqué, les femmes d'Europe veulent un cérémonial, veulent un respect qu'elles pensent trouver dans le christianisme, qui pourtant les méprise et ne voit en elles qu'une partie d'Adam. D'où le succès de cette forme de féminisme de droite qu'il faudrait accentuer. Il faut libérer les femmes du christianisme, et c'est ainsi qu'on en libérera paradoxalement les hommes. L'hypocrisie devra être vaincue. Il y a 6 dieux pour représenter les hommes.
Il y a 6 déesses pour représenter les femmes, et c'est bien assez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous avons en nous. La civilisation européenne n'avait pas besoin du christianisme, c'est un greffon inutile. Elle lui a survécu pendant longtemps, mais ces méfaits ontologiques n'apparaissent que maintenant. Voilà l'analyse que je voulais vous proposer, chers amis. Elle est polémique, comme toujours avec moi. Arès m'inspire, bien entendu. Et donc, pour conclure, il faut une saine disputatio sur ce sujet. Donc, lisez le livre de Julien. Achetez le livre de Julien. C'est sans doute son meilleur avec celui sur Nietzsche. C'est un livre fort, travaillé, qui est inspirant. Je ne vais pas vous dire qu'il m'a appris quelque chose, même si son regard est intéressant sur certains plans. Oui, par exemple, il va donner crédit à la théorie dominante sur le plan de peuplement de l'humanité. Mais il le fait avec habileté, avec doute aussi, et avec prudence. Mais faut-il sans doute le faire? Oui, probablement. Ça crédibilise davantage son propos que celui d'un militant. Le livre est une synthèse de tout ce qu'il faut. D'ailleurs, chose intéressante, sont les éditions voient un archer au torse coupé qui peut laisser penser à un centaure. Le Sagittaire, Chiron, formateur de héros. Et par hasard, je rappelle que je suis moi-même Sagittaire. Qui sont les Blancs, c'est-à-dire qui sont les Européens? Nous savions qui nous étions, mais Julien nous les éclaire d'une autre façon. C'est pour le public souverainiste que le livre est une arme de destruction massive. Car toute la première partie détruit tous les arguments des souverainistes, de manière jubilatoire même. Voilà. Merci Julien pour cet ouvrage, qui est infiniment supérieur à ton précédent, sur la philosophie de droite, qui, sincèrement, m'est tombé des mains. Celui-là, j'ai rien à dire. Mission accomplie, bravo. Le petit livre jaune, puisque c'est cette couleur que tu as choisie, Julien, pour la couverture, est mémorable. J'ai rien à dire d'autre. Une exceptionnelle synthèse de l'histoire européenne. Manque sans doute le programme de salut, le programme de renaissance. Tu ne fais que l'esquisser, tu ne fais que l'espérer, comme nous tous. Pour toi et ta famille et tes enfants, et c'est tout ça qui est admirable, évidemment. Je l'ai dit, je vais le dire un peu plus gentiment. La partie sur le christianisme, non, vraiment, Julien, c'est pas possible. Mais le reste, rien à dire.